Voilà, bonjour à tous et à toutes. Euh, Nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau pour un webinaire organisé à l'initiative du PEPR Faire Carbone. Nous allons parler aujourd'hui de sciences des données. Ce webinaire fait suite à un cycle de webinaires qui a eu lieu en 2025, qui a été consacré à la gestion de données. Pour ceux qui les auraient manqués, ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube du PEPR Faire Carbone. Alors cela nous avait amené à faire un tour d'horizon très fouillé, hein, de l'origine des données, de la science de l'information, de l'émergence de l'informatique, etc., jusqu'à la science ouverte aujourd'hui qui promeut une science diffusée librement et gratuite. Et le mois dernier, nous avions vu, en dézoomant un peu, l'impact social et environnemental que le numérique revêt aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons nous consacrer sur la manière dont les données, désormais produites en grande quantité, amènent la science elle-même à évoluer au travers d'un nouveau paradigme et par le biais de nouveaux outils. Ce webinaire aura donc pour objectif de vous sensibiliser sur ce qu'il y a derrière cela, d'où cela vient, ce qui la compose, à quoi ça sert, et nous dresserons quelques perspectives. Ce webinaire se veut non technique ou le moins possible. On gardera la technique pour d'éventuels prochains rendez-vous en donnant la parole aux faiseurs et en illustrant les explications avec les applications. Venons-en au paradigme que j'évoquais. La méthode la plus ancestrale pour acquérir de la connaissance, c'est expérimenter, observer. Vous connaissez ça. On va longtemps fonctionner par essai-erreur et en gardant la mémoire de cette connaissance. Néanmoins, cette méthode a des limites et c'est pour ça que généraliser et comprendre à partir de théories va progressivement compléter cette science empirique. Mettre le monde en équation permet aussi d'aller beaucoup plus loin, notamment en ne recourant pas à l'expérience. Pour autant, il y a des équations qui sont difficilement calculables à la main. L'informatique a donc grandement aidé à calculer ces cas impossibles sans. L'histoire des sciences va avec cette histoire de la technique de gestion et de traitement de l'information. Mais au XXIe siècle, un nouveau paradigme s'invite dans nos labos, la science des données, qui naît de la variété, de la quantité de ces données. Produire, gérer exige aussi de développer des outils et des techniques pour les traiter. Et c'est ce que nous ferons aujourd'hui, une modeste initiation à cela. Paradoxalement, cette méthode basée sur les données, elle renoue avec les méthodes d'observation et de collecte dont on parlait au départ. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de sémantique. Vous noterez que pour l'instant, j'ai essayé de ne pas employer le mot intelligence artificielle. En effet, l'acquisition de connaissances, c'est le fruit d'un apprentissage, une quête de savoir à partir d'observations, de théories, mais elle-même issue d'hypothèses, confirmées ou infirmées, permettant certes de comprendre, mais surtout d'agir sur le monde. Le savoir est la condition d'une bonne décision. Sans le savoir, prendre une décision, donc d'une certaine façon estimer, prédire le futur, revient à lire dans le mar de café. Mais le futur n'est jamais sûr à 100%. C'est pour ça que les statistiques et les probabilités ont été inventées pour quantifier ces incertitudes. On en doit les bases à Blaise Pascal, qu'on avait déjà vu dans un précédent webinaire, qui a inventé la calculatrice, et Pierre de Fermat, qui est mathématicien, qui se sont d'abord interrogés sur les choix possibles en matière de répartition des gains à l'issue d'un jeu de hasard interrompu avant son terme. Si nous ne rentrerons pas dans le détail de cette science des probabilités, notez tout de même que c'est au cœur de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien, vous vous rappelez la pyramide de Russell, que nous avions déjà vue. Elle nous avait permis d'introduire la définition d'une donnée, c'est-à-dire la base d'une information, elle-même source d'une connaissance et socle essentiel de ce fameux savoir, c'est-à-dire une connaissance des futurs possibles, permettant ainsi la meilleure décision possible. Ces données brutes, ce sont des chiffres, des nombres, mais évidemment, ils ne servent à rien dès lors qu'ils ne sont pas mis en relation. C'est la mise en relation, par exemple ici le nombre 1000 qui prend un sens dès lors que nous le rattachons au prix d'un téléviseur. Ceci étant, si mon but est de deviner quel téléviseur vous allez acheter, cette information ne me suffit pas encore. C'est là qu'intervient un besoin de comparaison
qui va me permettre d'en juger. Ainsi, par exemple, une analyse descriptive du marché des téléviseurs. Regarder le nombre de téléviseurs représentés selon leur prix de vente va me donner une idée du marché potentiel. L'analyse descriptive, ce sont des mesures de centrage, moyenne, médiane, mais aussi des mesures de dispersion, écart type, variance. Des distributions comme celles que vous voyez ici à l'écran, mais cela reste encore une fois une information certes mise en perspective, mais ne permettant pas de savoir ce que vous feriez. Je pourrais regarder le prix de votre ancien téléviseur, analyser aussi ce que vaut un téléviseur de même gamme aujourd'hui, essayer de comprendre les différences, comme ici l'exemple vous montre l'impact du confinement Covid en 2020 sur l'inflation des prix. Cela renforcerait à nouveau ma compréhension des informations, mais sans pour autant aller plus loin. C'est l'analyse prédictive, et c'est le sujet du jour, qui va me permettre concrètement de m'attaquer à cette incertitude du futur au moyen d'outils mathématiques, de transformer l'information en connaissance, qu'elle soit quantifiée ou qualifiée. Alors illustrons rapidement ce point. Pour estimer quel choix vous feriez, il va me falloir prendre en considération des critères d'achat. Ici, fonctionnalité innovante, qualité d'image, taille de l'écran par exemple. Pour simplifier un peu cette illustration, disons qu'il s'agit de savoir si vous préférez un téléviseur A ou un téléviseur B, avec des fonctionnalités, en tout cas des caractéristiques. Je vais mobiliser ces choix, pardon, ouais, modéliser ces choix en interrogeant par exemple un panel de personnes et cela va me permettre de construire une représentation simplifiée des choix possibles. Ensuite, une personne qui aime les fonctionnalités innovantes et qui aime les bonnes résolutions, par exemple, ira plutôt vers un téléviseur A. Une personne qui aime les fonctionnalités innovantes mais n'aime pas les trop grandes résolutions, préférant les petites tailles d'écran, par exemple, ira malgré tout vers un téléviseur A, à contrario de quelqu'un qui voudra vraiment une grande taille d'écran et là choisira le téléviseur B, etc., etc. Vous avez compris. J'ai alors une base de connaissances me permettant d'estimer le choix d'une nouvelle personne dès lors que je récupère ses préférences. Autre exemple, il se trouve que j'ai demandé à mon panel les résolutions des téléviseurs ainsi que leur prix d'achat. Il se trouve que ces données sont corrélées, on peut le voir à l'écran. On parle ici de régression positive car plus le prix augmente, plus la résolution augmente. Je vais là aussi pouvoir modéliser, c'est-à-dire en lui donnant une forme simplifiée, ici linéaire. Et il me reste à vous demander quel prix vous souhaitez mettre dans votre téléviseur pour prédire quel choix vous feriez. Sachez que tous les modèles développés en apprentissage automatisé ou en IA de manière générale servent soit à classer, soit à prédire. Et au bout du compte, une fois que nous avons acquis des données, compris comment elles interagissaient entre elles, modélisé leur comportement, obtenu un savoir, alors on est en capacité de prédire. Et si ces règles de décision, l'objectif, nous le connaissons, nous pouvons laisser éventuellement le soin à un système de le faire à notre place. On parlera de système autonome ou intelligent. C'est le sujet du jour. Ainsi, l'intelligence, pour la définir très rapidement, en général, on considère que c'est la capacité à percevoir, inférer l'information, la conserver comme une connaissance et appliquer cette connaissance à des comportements adaptatifs dans un environnement ou un contexte donné. C'est repérer des motifs récurrents, c'est résoudre des problèmes en utilisant des fonctions qui, d'une certaine façon, nous permettent de faire un tri dans les possibles, dans les possibles. Alors, entre parenthèses, je me dois de préciser à ce stade que pour un être humain, le processus de décision est bien plus complexe. Notamment, il est démontré qu'il n'est pas basé sur les probabilités, ce qui nous différenciera toujours des systèmes automatisés. Notre intelligence est plurielle et aussi, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Je mentionne quand même l'intelligence humaine car au fond, la quête d'intelligence artificielle n'a jamais été qu'une tentative de L apostrophe imiter, la simuler. Depuis des siècles, les humains ont été obsédés par le fait de faire à des machines leurs propres tâches. Et donc, je mets par exemple l'image ici de l'automate du joueur d'échecs volontairement, on y reviendra. Bien entendu,
Pendant très longtemps, il s'agissait d'abord de mécanique, puis ce fut de la logique. Certains scientifiques, notamment mathématiciens, vont être à l'origine d'une approche plutôt symbolique et conceptuelle, avec des axiomes suivis rigoureusement permettant de définir n'importe quel cheminement de pensée et résoudre n'importe quel problème. Nous l'avions vu, ce sont des gens comme Boole, père de l'algèbre qui porte son nom, ou des gens comme comme Hilbert ou les Markov, père de l'algorithme. Mais le comportement d'une machine n'est pas nécessairement déterminé à l'avance par un algorithme. Dès James Watt au XVIIIe siècle, on sait réguler les machines à vapeur à partir de systèmes d'asservissement et cela donnera naissance à une autre branche qui est celle de l'automatisme. La première école de pensée qu'on appelle symbolique, et elle est puissante, en matière notamment d'imaginaire. Elle considère qu'imiter le cerveau humain passe par le calcul, par des machines pour automatiser ce calcul et sur des programmes complexes pour déduire des solutions à des problèmes souvent insolvables. De l'autre, une école de pensée qui fait plutôt du traitement du signal sa matrice initiale. Résumons, d'un côté une approche cognitive qui estime pouvoir trouver un résultat au travers d'un traitement d'information, de l'autre une approche qui va se développer autour de modèles issus de la mesure et de sa rétroaction. On appelle ces derniers les connexionnistes, car ils s'inspirent du cerveau humain et du neurone que Warren McCulloch et Walter Pitts ont modélisé en 1943. Un neurone, c'est une cellule cérébrale qui va recevoir en entrée des signaux électriques et chimiques provenant d'autres neurones en amont. Ce neurone va être activé en fonction d'un certain nombre de poids en entrée et dont la somme va atteindre ou pas un certain seuil d'activation. Cette expérimentation est d'ailleurs rapidement associée à des travaux sur l'apprentissage biologique par notamment Donald Hebb, qui démontre que des synapses qui apportent régulièrement de l'information à un neurone va augmenter sa conductivité, sa propension finalement à être à nouveau activée. La cybernétique, elle est héritière de l'automatisme. Elle consiste à développer des systèmes autocorrectifs capables de modifier leurs paramètres sans que ce soit programmé à l'avance, mais directement produit de leur adaptation à l'environnement. Et c'est ce feedback qui va prendre une place centrale dans la philosophie connexionniste. Je vous l'illustre ici rapidement au travers d'un exemple qui consiste à faire converger ici un missile de défense vers une position en tenant compte des données disponibles, ici l'observation de la trajectoire du missile ennemi. Plus précisément, ce n'est pas la position qui est directement utilisée, mais la mesure de l'erreur entre l'objectif, le missile, et l'estimation de la trajectoire voulue du missile de défense dans le but de l'ajuster. L'apprentissage automatique, finalement, c'est ce principe-là. On va essayer de faire coller un modèle, une estimation, à une réalité, les vraies mesures, observations. Donc là, vous voyez à l'écran une modélisation linéaire, mais l'apprentissage, à partir des données, consiste justement à déterminer quel est le bon modèle et à savoir évaluer si c'est plutôt le modèle linéaire ou plutôt le modèle non linéaire, là dans l'exemple, qui s'accorde à la réalité. On va d'abord considérer une partie de nos données d'entraînement, mesurer les écarts entre notre modèle et la réalité, comme pour le missile, et se donner l'objectif de minimiser ces écarts. C'est ce qu'on appelle la fonction de coût. Quel que soit le modèle, ce sera toujours basé sur une somme d'erreurs. Là, en l'occurrence, une somme d'erreurs au carré, mais vous verrez, cette somme n'est jamais nulle, car le modèle est une simplification de la réalité. Cette différence, on appelle ça le biais. Il est fort là, dans le cas du modèle linéaire et faible dans le cas du modèle non linéaire. Mais cette évaluation, il va falloir la gérer, la traiter au travers de données nouvelles qui n'ont pas été entraînées jusqu'ici et qui sont dites de test ou d'évaluation. Cette fois, on va constater la somme des erreurs qui est bien plus importante à droite.
Et c'est cette différence entre les deux cas, entre les deux jeux de données, on va appeler ça la variance. Et comme notre horizon est de prédire au mieux une nouvelle donnée, on va préférer finalement la régression linéaire dans ce cas, qui sera plus efficace pour prédire que l'autre modèle. C'est ce qu'on appelle le compromis entre biais et variance. Dernier concept fondamental pour comprendre l'apprentissage automatisé, il va falloir trouver la version optimale de notre droite. Et pour cela, on va ajuster les paramètres petit à petit jusqu'à trouver le minimum d'erreurs. Et c'est ce qu'on appelle, comme vous le voyez à l'écran, la descente de gradient, d'où notamment le fait d'avoir une fonction de coût qui soit convergente pour avoir justement un minimum à- à détecter. On peut aussi, pardon, l'illustrer en observant les cycles d'apprentissage. On va voir ici à gauche une asymptote de notre courbe au fur et à mesure de nos essais, de nos apprentissages. Mais attention à ne pas surapprendre, comme c'était le cas pour notre modèle non linéaire. Mais revenons à notre neurone. C'est un outil parfaitement adapté pour trouver justement des paramètres à notre régression linéaire. Dans les nombreuses expérimentations de ce principe, c'est Frank Rosenblatt qui, en 1958, va développer une machine permettant de le démontrer, comme vous pouvez le voir sur la photo, en classifiant notamment des ronds, des triangles et des carrés sur un écran. La machine de Rosenblatt, elle est appelée perceptron. Elle est constituée d'une matrice de 400 cellules photoélectriques. Elle est suffisamment grande pour reconnaître un chiffre sur une image de 18 pixels par 18 pixels, par exemple. On reconnaît nos entrées pondérées avec les paramètres W à laquelle est ajouté un paramètre B. Puisque le but est de classer, il est intégré une fonction d'activation qui va de manière binaire prendre 0 ou 1 en sortie en fonction d'un seuil. Ensuite, il s'agit de donner donc des exemples, des données d'entraînement à notre neurone. Donc ici, dans ce cas-là, des 3 et des non 3. Le perceptron va, à l'aide de ses poids, prédire si l'image donnée est un 3 ou pas, en sortant 0 si ce n'est pas un 3 et 1 si c'est un 3. Au départ, les poids et les seuils d'activation sont fixés aléatoirement. Et en sortie, c'est la bonne réponse qui va être comparée à l'estimation pour en faire évidemment la mesure de l'écart. Et une prédiction juste occasionnera aucune modification des poids et du seuil, et à contrario d'une mauvaise prédiction qui verra les poids et le seuil être modifiés légèrement. C'est comme pour la descente de gradient que nous avons vu juste avant. On parle ici d'apprentissage supervisé. En effet, la modélisation se fait à partir des données labellisées connues, qualitatives pour la classification, quantitatives pour la régression. Mais il existe d'autres types d'apprentissage, l'apprentissage non supervisé, où l'idée est d'apprendre à partir des données seules, comme pour les lapins et les chats que vous pouvez voir en haut à gauche. On parlera de clustering, notamment dans le cas où on souhaite classer ces données dans des catégories. Et on parlera aussi de réduction de dimensions pour justement préserver au mieux l'information dans des données plus simples à traiter. Petit exemple, nous avons un panel d'animaux dans lequel donc, il y a des chats et des lapins. On peut aussi choisir le cas en dessous avec les livres appartenant à des collections différentes. C'est l'intercomparaison entre les uns et les autres qui va nous permettre de déceler des corrélations. Dans ce cas, une similitude, à contrario d'une corrélation inverse qui permet de faire plutôt l'hypothèse d'une différence entre les données. Pour consolider ces hypothèses, il faudrait comparer alors tous les livres entre eux. Et évidemment, ça devient compliqué dès lors qu'il y a trop de dimensions à traiter. C'est pour ça qu'il va être utile de faire une réduction de dimensions. On parle de composantes principales qui vont être issues finalement des variables les plus explicatives et avoir ainsi tous nos livres ou nos animaux dans le même espace de représentation. Il est alors possible de faire une modélisation de ces différentes catégories présentes. C'est encore une fois une histoire de mesure d'écart avec, dans un espace euclidien, on va finalement minimiser la somme des distances entre des observations et un barycentre estimé de chaque catégorie, chaque cluster.
Je passe volontairement sur la manière avec laquelle est déterminé ce nombre de clusters et ces barres centres, mais magie, au bout du traitement, nous avons classé nos livres dans des collections différentes sans savoir lesquelles au départ. Et si je souhaitais prédire à quelle collection appartient un nouveau livre, il s'agirait pour moi simplement de trouver une fonction de coût simple, par exemple celle des plus proches voisins, pour m'y aider. Et nous piquerions alors les plus proches voisins de ce nouveau livre et nous estimerions en conséquence le rattachement de ce livre à la collection qui présente le plus de similitudes avec lui. Avec tout ça, on va faire énormément de choses, dès lors que vous l'aurez compris, que les données ne soient pas trop complexes. Et vous avez là les fondamentaux de ce qu'on appelle l'apprentissage machine ou le machine learning. Mais revenons un petit peu sur l'histoire de nos deux écoles de pensée dont nous parlions tout à l'heure. Ce schéma est tiré d'un article sorti en 2018 dont je vous tais le titre pour l'instant. Les auteurs ont méticuleusement trié les articles scientifiques des deux écoles de 1935 à aujourd'hui. Et sur ce graphe, vous pouvez voir à quel point les deux communautés étaient séparées l'une de l'autre. On peut aussi, sur la frange temporelle, constater l'essor important qui a été celui des connexionnistes pendant les années 40-50. Tout ce que nous avons mis en valeur jusqu'ici dans la présentation avec l'apprentissage automatisé et le perceptron notamment. En 1956, quelques jeunes scientifiques américains vont organiser un workshop en utilisant pour la première fois le terme intelligence artificielle. Alors, il s'agit de Minsky, McCarthy, Simon, Newell, sont les fondateurs des plus grands laboratoires en matière d'IA aux USA encore aujourd'hui. Et à l'époque, s'ils choisissent cette sémantique, c'est principalement parce qu'ils veulent finalement s'inscrire en rupture avec leur mentor cybernéticien. Ils veulent aussi attirer vers eux les financements de leurs projets. Ils vont promettre énormément des machines qui parlent, qui voient, qui écrivent, qui se reproduisent elles-mêmes, etc. Et ils vont capter les trois quarts de tous les financements de recherche et financements militaires des années 60-70. L'essor de l'informatique, tous les calculateurs qui les amènent plutôt pragmatiques à défendre une logique symbolique. Et ils tirent à cette époque à boulet rouge sur les perceptrons, en considérant que finalement ces perceptrons, ils ne peuvent pas résoudre des problèmes linéairement non linéaires, ou en tout cas plus compliqués. Le but, pour eux, c'est de développer des programmes et d'utiliser des calculateurs désormais en capacité d'accueillir des logiciels. Je vous renvoie vers le webinaire numéro 3 où nous en avions parlé. Ça a donné naissance, pardon, à la programmation de haut niveau que l'on connaît aujourd'hui et ça a commencé dès les années 70 avec le Lisp, notamment de McCarthy. Ces logiciels, ils ont appelé ça les General Problem Solver. Ces premiers logiciels sont néanmoins bien maigres en comparaison des espoirs levés et les images déplacées sur un écran avec une souris ou le premier psychologue agent conversationnel ELISA montre une extraordinaire inventivité, mais évidemment ne permettent pas de répondre aux attentes et l'architecture même des ordinateurs ne s'avère inadaptée pour aller plus loin. Les détracteurs, à l'époque, on parlait de monde jouet, euh, simuler un environnement, programmer les règles du jeu, s'avère bien plus difficile que ce qu'ils imaginaient au départ. À l'image notamment du jeu de dames, qui nécessitera des prouesses inventives de la part de Arthur Samuel, un informaticien qui a construit le premier algorithme capable de simuler un joueur artificiel capable d'affronter un joueur humain. En fait, Arthur Samuel, il va utiliser une autre méthode dont il me faut dire un petit mot. Imaginez un environnement déterminé, par exemple une grille de cases, c'est le monde jouet. Et il contient des contraintes, ici par exemple des cases bloquées par des murs en briques. Dans ce monde-là, on va placer un agent, le petit robot rouge, qui au départ ne connaît rien de l'environnement dans lequel on souhaite qu'il évolue. Il connaît seulement son état, la case A1 qu'il occupe au départ et la distance séparant cet état pardon, de l'objectif,
la sortie qui est située à 17 cases. Il va alors chercher à minimiser cette distance, ça c'est sa fonction de coût, et tout le principe, c'est de lui faire des essais-erreurs et qu'il apprenne par lui-même quel chemin prendre pour arriver à la sortie. Et pour cela, il va falloir faire des choix d'action. Et sur cette première case, par exemple, il peut aller à droite, il peut monter, il va choisir au hasard et noter un score associé à chacune de ses actions. Bon, il se trouve que dans ce cas-là, l'une et l'autre l'amènent finalement à un même résultat. Et donc, voilà, on va avoir finalement des scores qui sont identiques, qui sont le fruit d'une deuxième fonction. On va appeler ça la fonction de récompense, la fonction de pénalité. Il va apprendre comme cela, par conditionnement opérant. Dès lors, à chaque nouvelle observation, il choisira soit d'explorer, s'il ne connaît pas encore les scores associés aux actions de cet état, soit au contraire d'exploiter la connaissance acquise pour à la fois satisfaire son objectif et minimiser les pénalités ou maximiser les récompenses selon les cas. Arrivé à la case 8, il apprend par exemple que son score est pénalisé de 20 s'il choisit l'action de monter, aller dans le mur, sur que la prochaine fois qu'il arrive sur cette case A8, la probabilité de choisir cette action montée aura largement diminué. Et dès lors, l'optimisation va consister pour lui à trouver, au travers des fonctions de coût et de récompense, et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est ce qui a permis donc à Arthur Samuel de réussir à créer un joueur de dames artificiel. Mais bon, l'optimisation, même optimisée, c'est vraiment ces données les mondes sont bien loin des données complexes du monde réel et les moyens de calcul encore trop rudimentaires dans les années 60 pour ce type d'apprentissage. Et donc les financeurs vont petit à petit retirer leurs investissements appuyés par des rapports qui sont accablants dans les différents pays, aux USA ou en Angleterre. La quête de l'IA, elle va se faire au travers des jeux, malgré tout, et on va voir que dans cette dernière partie, comment les systèmes vont rebondir dans les années 90 et à 20 ans d'intervalle, passer des échecs aux jeux de Go. Dans le premier cas, on parle de système expert. Ils ont volontairement exclu le terme IA pour rester prudent sans doute. Et l'idée là, c'est de ne pas faire reposer l'apprentissage sur les seules règles du jeu, mais de construire en fait toute cette base de connaissances avec des experts, justement. Et c'est dans ces connaissances-là que puise le calcul qui se fait de manière massive et statistique. Cela vous dit sans doute quelque chose, on a vu ça tout à l'heure, mais dans les années 90, hein, les algorithmes qui sont développés sont de plus en plus puissants, vont mobiliser des données diverses et vont attribuer des probabilités de victoire à des configurations de jeu comme pour les échecs ici. Aussi à l'image d'algorithmes d'un nouveau genre, tels que les supports vecteurs machines, qui intègrent l'idée que n'importe quelle donnée peut être représentée sous la forme d'un vecteur et dans un espace vectoriel sur lequel on va pouvoir faire des transformations. Je passe assez vite, mais en gros, imaginez un médicament dont on teste les dosages. En dessous d'un certain seuil, ça ne fonctionne pas. En dessus, ça fonctionne, et puis éventuellement, ça devient trop fort et les résultats redeviennent négatifs. Dans ces cas-là, il est impossible de faire de la classification de manière classique en délimitant les premiers et les seconds. On va d'une certaine manière changer de dimension, faire cette transformation-là de dimension et arriver dans un espace vectoriel où on est en capacité effectivement de distinguer les vecteurs. Et donc on parle de support vecteur parce que finalement, c'est les données qui vont permettre de déterminer notamment des marges, faisant dire que ces classifieurs sont aussi des classifieurs à marge. Comme toujours, l'objectif est de minimiser les estimations, mauvaises ou bonnes, avec l'aide notamment de métriques, dans ce cas-là, une matrice de confusion. Les SVM, les arbres de décision, les forêts aléatoires vont régner longtemps dans le domaine de l'apprentissage automatisé pendant des années, jusqu'à finalement être rattrapés par des réseaux de neurones
qui vont prendre leur revanche. Donc, c'est le titre de l'article de 2018 dont je vous donne ici la citation complète. Notamment, en fait, et depuis longtemps, l'idée est évidemment d'agréger de neurones et de créer aussi des réseaux avec plusieurs couches. On parle de perceptrons multicouches, mais on parle aussi évidemment d'apprentissage euh, profond. C'est aussi un défi qui se révèle aux scientifiques connexionnistes, bah, c'est d'être en capacité de calculer les milliers de paramètres issus de tous ces neurones qui se répètent sur des couches et avec une autre difficulté, celle effectivement de rétro-propager le gradient, ce qui sera développé dans la fin des années 80 et permettra effectivement au réseau de neurones d'être appliqué. L'approche connexionniste va retrouver une certaine bienveillance dans les communautés scientifiques, mais voilà, elle va pouvoir notamment pousser plus loin les potentiels en ingérant de plus en plus de neurones, en permettant d'apprendre de plus en plus de caractéristiques d'un problème, des variables, et avec une capacité d'adaptation prodigieuse, mais tout ça toujours avec un regard humain et notamment tout ce qui est type de couche, nombre de couches, type de fonction de coût, fonction de performance, d'activation, etc. Tout ça sont des hyperparamètres qui sont à modifier, à affiner au travers d'une expertise qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais reprenons quand même rapidement notre exemple des chiffres pour s'en donner une idée. Si en théorie le perceptron multicouche était très attractif, on voit au travers de cet exemple qu'il y a une gabegie de calcul à réaliser pour être capable de calculer les paramètres de chacune des couches sur chacun des pixels de l'image. Et pourtant, il est sûr que quand on a une image à traiter, la proximité spatiale finalement entre les pixels a de l'intérêt. Et donc, à quoi bon comparer des pixels qui sont éloignés les uns des autres? Une grande partie de ces calculs, d'une certaine façon, sont inutiles. Là encore, les connexionnistes vont s'inspirer des êtres humains eux-mêmes. Et on va passer d'une stratégie où on regarde chaque pixel euh, à une stratégie où on recherche des caractéristiques dans l'image, comme le fait notre cerveau avec les contours d'abord, puis les formes, puis les couleurs. On va appliquer des filtres aux images en faisant des convolutions. Je passe très vite là-dessus pour gagner du temps. On y reviendra si vous voulez. Cela permet au réseau de réduire les calculs à accomplir en les réalisant sur des caractéristiques cette fois, directement extraites par les filtres sur les images utilisées pour l'entraînement. Vous avez alors là un réseau dit convolutif et c'est les réseaux qui ont permis de faire de la vision par ordinateur et de s'attaquer à la reconnaissance de n'importe quoi. Pour finir, vous avez à gauche en fait les capacités de calcul qui ont explosé à partir des années 90 et à droite les benchmarks, des jeux de données qui ont été créés pour entraîner et tester ces modèles. Dans le début des années 2000, les scientifiques qui travaillent sur la classification d'images, ils ont des benchmarks de quelques milliers de données avec quelques dizaines de catégories seulement. Mais le boom d'Internet, notamment avec les moteurs de recherche, etc., va permettre de construire des jeux de données beaucoup plus conséquents. Un des plus connus, c'est ImageNet, qui compte dès 2010 plus d'1 million d'images et qui a été labellisé par plus d'un millier de catégories, alors notamment par des employés esclavagisés en Asie, hein, les fameux Turcs mécaniques. Pourquoi Turcs mécaniques? Parce que invisibilisés finalement au- au- pour l'objectif, euh, mais qui ont été remplacés depuis par les CAPTCHA que tout le monde connaît. En 2012, sont ces jeux de données qui vont être utilisés pour des grands concours de reconnaissance par des IA.
George Hinton et ces étudiants vont participer pour la première fois à ce concours en apportant avec eux des réseaux de neurones. Et vous voyez, entre le machine learning et les réseaux de neurones, ces réseaux convolutifs qui vont tout simplement battre à plate couture tous les autres en faisant passer d'un taux d'erreur de 25% environ à 15%. À partir de là, l'IA va se résumer à des réseaux de neurones profonds, de plus en plus profonds. Avec AlexNet, c'était quelques couches seulement, mais dans les années qui suivent, on a des réseaux de plus en plus profonds qui apparaissent. Les problèmes auxquels ils s'attaquent sont aussi démesurément plus grands. Exemple ici de nos deux jeux échecs et Go, on voit qu'aux échecs, on pouvait encore calculer de manière très rapide ce qu'on nomme la force brute, et on pouvait encore mettre en œuvre et donner éventuellement un avantage à un joueur humain. Au jeu de Go, le nombre de configurations possibles est tellement grand il en devient incalculable. Et une seule configuration de jeu, pardon, intègre de très très nombreuses possibilités et ne permet pas non plus à un ordinateur et à des algorithmes classiques de traiter les probabilités. C'est les réseaux de neurones et surtout sans experts, optimisés en jouant contre eux-mêmes, par renforcement qui vont permettre cette prouesse. L'ère du traitement des images va rapidement atteindre un niveau suprahumain, va s'ouvrir vers l'ère du traitement de langage grâce au développement de transformers. En effet, il ne faut pas oublier que les ordinateurs ne comprennent pas ne comprennent que des codes binaires et ne calculent que sur des chiffres, des scalaires, des vecteurs, des images dont nous venons de parler, qui sont en fait des matrices de chiffres, un son, une série de données, des surfaces, des volumes qui sont des tenseurs. Mais pour les textes, il va falloir trouver des solutions et on va rapidement exclure les représentations directes de séries de lettres au profit d'encodage de mots dans des dictionnaires dédiés. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais l'encodage one-hot, c'est une première étape pour passer des mots à des chiffres. On va se servir de ces encodages pour vectoriser des mots et créer des matrices nommées embeddings qui vont inscrire ces vecteurs dans des espaces dits de sémantique distribuée. En gros, pour le dire simplement, elles vont prendre en compte la place du mot dans la phrase. Les mots vont avoir une proximité avec d'autres mots de sens similaire, des mots souvent utilisés à leur côté. Voilà, ça va permettre de donner du sens finalement à ces mots et tout ça se fait par des entraînements, des encodages au travers de réseaux de neurones eux aussi. Pour faire simple, ces données, hein, c'est une façon de les transposer dans des espaces en les compressant d'une certaine façon, mais tout en gardant l'essentiel et en gardant l'information qu'ils contiennent. Et puis pour prédire des mots, il s'agit d'utiliser à nouveau des réseaux de neurones. Alors là, je vais très vite là-dessus, mais il s'agit de réseaux de neurones récurrents qui intègrent une forme de mémoire du contexte de chaque mot et donc le sens à lui donner. Et c'est ça qui va permettre justement de décoder et de générer des mots comme aujourd'hui on peut le voir sur les chats GPT etc. et compagnie. Ceci étant dit, donc à partir de là, hein, on va développer des modèles de langage de plus en plus grands, avec des benchmarks de texte de plus en plus fournis. Là, je vous donne un petit ordre de grandeur. ResNet, c'était 100 millions de paramètres pour le réseau de neurones. C'était 2 semaines de calcul avec les outils de calcul distribués de l'époque. En 2020, c'est plus de 175 milliards de paramètres et un entraînement qui dure 4 mois sur le modèle Bloom notamment, que vous avez là à l'écran. Mais plus on avance, plus les données, les paramètres sont nombreux, sont vertigineux. On est sur presque des milliards de paramètres désormais. L'IA euh, va surtout, et avec le décodage, rentrer dans une ère d'IA générative et généralisée. Les séries de mots prédites sont le fruit de prompts, d'amorces en entrée. Voilà. Pour conclure, hein, l'IA aujourd'hui, elle est partout. Elle s'invite chez vous, dans votre régulation énergétique, dans votre frigo connecté, dans votre robot aspirateur, dans votre tondeuse, peut-être demain dans votre véhicule.
dans votre vie quotidienne au prix d'assistance variée, dans votre canapé quand il s'agit de vous proposer des recommandations personnalisées. Au travail, votre IA va être capable de transcrire des conversations, écrire des rapports, faire le résumé, va envoyer des messages, etc., etc. Elle va programmer aujourd'hui, quasiment toute seule aujourd'hui des logiciels. Et puis, dans votre travail de recherche, elle va aussi être capable de faire votre travail bibliographique. Pourquoi pas écrire votre article scientifique à votre place, développer le modèle qui va traiter vos données. Ça peut paraître un peu fou, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est une réalité. L'an dernier, pour un workshop, les organisateurs ont accepté des papiers créés de toutes pièces par des IA, la revue, ouais, la revue par les experts à l'aveugle, sans savoir qu'est-ce qui était créé par IA ou pas. Ils n'ont pas su faire la différence entre les papiers. Ils ont accepté l'un d'entre eux. Alors, outre les cas extrêmes, hein, les réseaux de neurones révolutionnent la science. Je peux vous en donner quelques exemples rapidement, mais en dynamique moléculaire, par exemple, les simulations étaient très complexes et très chronophages. L'usage de l'IA et les grands calculateurs d'aujourd'hui rendent des choses possibles. La recherche sur les matériaux est un autre exemple, avec dans ce domaine classiquement beaucoup d'expérimentation par essai-erreur. On concevait une recette, on fabriquait, on qualifiait le matériau créé, on recommençait, etc. Maintenant, une nouvelle logique consiste à concevoir une base de données et à partir de matériaux connus existants, modéliser ces connaissances et ainsi choisir une recette à partir des propriétés recherchées cette fois-ci et estimer finalement la recette souhaitée. Ça peut paraître assez dingue, là aussi, mais il y a des domaines où cette stratégie donne des résultats exceptionnels. En biologie, par exemple, déterminer la structure des protéines à partir de la séquence d'acides aminés, les composants, est un travail long et fastidieux. C'est de la chimie. On savait modéliser les structures de quelques protéines parmi les 200 millions connus théoriquement, mais des chercheurs ont construit patiemment une base de données ils ont fait le benchmark, ils ont appliqué des réseaux de neurones dessus et tout simplement réussi tout simplement, entre parenthèses bien sûr, réussi à prédire l'ensemble des structures de l'ensemble de ces 200 millions de protéines. Ces chercheurs aujourd'hui sont prix Nobel de chimie et parmi eux, tout simplement le fondateur de Google DeepMind, le même qui avait été à l'origine du match contre l'Icedol il y a 10 ans. Certes, on vient de le voir, ces outils peuvent réaliser des choses incroyables. Les exemples ne manquent pas en médecine, dans l'industrie, dans le numérique, mais tentons d'avoir quand même un regard nuancé sur l'IA. D'abord, l'IA sans données, ça n'existe pas. L'IA, les données qu'elle utilise, elles apprennent à partir des données qu'on lui donne et elles ne sont pas soustraites des biais qui sont inscrits dans ces données. Un modèle entraîné en 2022, par exemple, n'a aucune chance de prédire ce qui s'est passé en 2023, n'a juste pas été entraîné sur ces données. Si le jeu de données d'entraînement contient principalement des gens de couleur blanche, bah, les gens de couleur vont être mal catégorisés. Ce qui est arrivé, ces discriminations, elles sont régulièrement constatées. L'usage des IA génératives, c'est une question éthique majeure aussi parce que voilà, elles nous inondent aujourd'hui de mensonges. Elles peuvent menacer des emplois, elles peuvent aussi menacer nos droits et libertés quand il s'agit de surveillance, de reconnaissance faciale. Ensuite, il reste des questions de recherche dont je vais pas détailler, que je ne vais pas détailler là, mais sur le fait, par exemple, que nous faisons confiance aveuglément à ces outils et sans forcément avoir un regard exactement sur la complexité, ce qui est fait dans la boîte noire, ce qui fait même dire aux experts que c'est très compliqué d'interpréter les raisonnements parmi les milliards de calculs qui sont effectués. Et enfin, et pour conclure, c'est une question qui est énergétique et environnementale, mais bien entendu sociétale sur la place que nous devons accorder demain à ces outils. Merci pour votre attention. Évidemment, je suis à votre écoute pour d'éventuelles questions et désolé si aujourd'hui c'était un petit peu plus copieux que d'habitude, mais il me semblait intéressant de faire le tour. Pierre, bonjour. Salut Jérôme, merci. Désolé, ouais, je suis arrivé un peu en retard, j'avais perdu le lien. Bon. Ouais.
Euh, Moi, je sais pas, moi j'ai une petite question par rapport à, en fait, ton dernier truc sur interprétabilité et précision. Euh, alors moi, je me demandais aussi sur donc bon tu montres bien que le réseau de neurones ça bon voilà semble avoir gagné la bataille, mais est-ce que ça dépend aussi du nombre de données que tu as? C'est-à-dire que les réseaux de neurones et les deep learning, tu as besoin d'énormément de données. Du coup, est-ce que ça veut dire que le réseau de neurones il enterre les autres méthodes à partir d'un certain volume de données euh, et les autres restent très pertinents dans un cas plus petit ou pas du tout? C'est une excellente question. C'est oui, il y a de ça. C'est-à-dire que plus il y a de données, plus tu as de caractéristiques jusqu'à avoir quasiment une caractéristique, entre guillemets, une, quelque chose à apprendre sur chacune des données. Donc plus tu as de données, plus tu as de choses à apprendre. Et donc, plus le réseau de neurones il est efficace comparativement à des méthodes statistiques je dirais, avancées que l'on peut utiliser par ailleurs. Pourquoi? Parce que bah, un réseau de neurones, tu vas pouvoir en gros avoir un neurone pour chacune des caractéristiques à apprendre. Et donc, si tu as un jeu de données d'1 million de données, Mm. tu mets 1 million de neurones et du coup, tu apprends toutes les caractéristiques possibles. Mais l'idée, c'est pas surapprendre à nouveau. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir 1 million de neurones si tu as 1 million de données en entrée. C'est d'en avoir moins, mais d'avoir des techniques qui vont te permettre d'aller chercher des caractéristiques communes, des choses qui vont, voilà, en l'occurrence, quand on vient à classifier des images d'animaux, il y a des choses qui reviennent. Ils ont tous certaines formes, ils ont tous des oreilles, etc. Et c'est arrivé à enfin, des formes, des contours, etc. Et c'est arrivé à traiter ces caractéristiques-là et pas simplement des caractéristiques qui n'ont pas d'intérêt. Et c'est pour ça, notamment, que les premiers réseaux de neurones, là on parle de classification d'images, en fait, ils travaillaient sur des données d'entraînement où, en fait on était sur des photos, par exemple, de professionnels où il y a un focus sur l'objet de l'image, mais un fond un peu flou. Eh ben, les premiers réseaux de neurones, ils apprenaient aussi des caractéristiques de l'arrière-plan flou. Et si tu donnais une image avec complètement autre chose, mais qui avait un arrière-plan flou, ils te catégorisaient ça comme un chat ou comme un chien. Parce qu'il avait appris de l'arrière-plan flou et Mm. pas des vraies caractéristiques qu'on cherchait à obtenir. Et donc, c'est un compromis aussi. Il y a aussi un compromis entre le nombre de données d'entraînement et le réseau et ses hyperparamètres, sachant que dans les données d'entraînement, un élément qui est fondamental, c'est la variété. Si tu veux classifier des chiffres, il faut avoir autant de 3 que de 8 que de 9, etc. Parce que sinon, tu as quelque chose qui a déjà à l'origine est biaisé par une surreprésentativité de l'un par rapport à l'autre. Et donc, il faut un jeu de données qui soit le plus varié possible. Et c'est aussi pour ça que là, on voit, si je remets cette, euh, cette image à l'écran, tu as sur la question des données une problématique de longue traîne, qui est vraie d'ailleurs sur les textes comme sur les images, où tu peux apprendre 90% des bonnes caractéristiques sur plein de données, mais s'il y a 10% des données qui sont un peu moins présentes, bah, tu apprends moins bien sur elles, et bah, c'est aussi des choses qui vont faire que ton texte, que ton décodage, il va être un peu moins pertinent ou un peu moins efficace. Et ça, c'est un enjeu très très fort en termes de benchmark de données, c'est d'avoir aussi des données issues de voilà, cette longue traîne de la distribution des données. Hugo, tu as une question? Oui, bonjour Jérôme, merci beaucoup pour l'exposé, c'était super intéressant. Mais je reviens, c'était bien ta slide juste avant, je l'ai pas vu souvent le graphe qui montre, tu sais, la capacité d'explicabilité en fait des processus de classification, enfin de tout type que peut faire l'IA.
on voit que effectivement les réseaux de neurones sont classés vers l'absence d'explicabilité. C'est une question qui, à mon avis, dans notre domaine, va se poser dans les années qui viennent, notamment à travers la thématique de la métamodélisation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, qui en gros consiste, lorsqu'on a des modèles déjà avec des réseaux de neurones, à venir distiller ces réseaux de neurones-là et à les entraîner non plus sur des jeux de données d'entrée, mais sur les propres input-output de plus gros modèles. Ouais. Et ça permet du coup de faire des modèles beaucoup plus légers, mais qui sont inexplicables au carré, entre guillemets, parce que leur entraînement se base directement sur le comportement d'un plus gros modèle. Et j'ai déjà vu passer des articles ou des démarches de recherche dans mon domaine, moi, de la modélisation mécaniste, donc pas du tout connexionniste, mais il y a cet intérêt, cet appétit de faire de la métamodélisation et de mettre des réseaux de neurones sur des modèles mécanistes pour essayer d'alléger en fait le coût de simulation notamment et le problème, c'est que ça se fait potentiellement au prix de l'explicabilité qui, pour le coup, enfin moi je travaille avec le modèle Stix, l'explicabilité elle est totale. Enfin, on arrive à retracer les causes des variations et passer à quelque chose de connexionniste avec de la métamodélisation, certes très efficace en termes computationnels, mais ça fait perdre de l'explicabilité. Voilà. Donc je pense que c'est une thématique un peu à suivre sur ce sujet-là. Complètement d'accord avec toi. Après, là, moi, je suis pas rentré dans le détail. Finalement, l'idée, c'était de faire tu vois, un tour d'horizon et chaque sujet, que ce soit les réseaux de neurones convolutifs, les réseaux de neurones récurrents, que ce soit les différentes traitements, pré-traitements des données en amont de ces réseaux, il y a énormément de travail qui est fait là-dessus. C'est des questions de recherche, mais qui avancent. C'est-à-dire qu'on est aussi en capacité aujourd'hui de, euh, de contrer des fragilités qu'on avait pu voir, les biais dont je parlais sur les données. Aujourd'hui, on sait les mesurer, on sait les proscrire. Le fait de ne pas venir, comment dire, classer en fonction de l'arrière-plan flou, ces fragilités-là, aujourd'hui, on sait les contrer. Et l'explicabilité, on sait de plus en plus tirer aussi de l'information. Mais ce que tu dis a du sens enfin, dans l'idée que on cherche aussi à ne pas faire réentraîner par celui qui utilise le décodeur, réentraîner l'ensemble de l'encodage en amont. Et ça passe aussi par des algorithmes ou des types d'apprentissage. J'en noterai un, notamment l'apprentissage par transfert, où on ne réapprend pas tout. Si on a déjà fait apprendre sur un jeu de données avec des chats et des chiens, si demain on veut faire alimenter notre jeu de données avec des girafes, on ne refait pas tout depuis le départ. Et cette notion d'apprentissage par transfert, qui pour un être humain est classique, c'est-à-dire si tu sais reconnaître un chien, un chat, demain tu reconnaîtras les principes de reconnaissance d'une girafe, tu les as. Une IA, elle doit repartir de zéro. Et l'apprentissage par transfert, de dire on ne va pas réapprendre de zéro, c'est quelque chose qui pose plein de questions de recherche et qui aujourd'hui n'est pas résolu, mais peut l'être pour des cas très très précis. C'est-à-dire le cas de la girafe pour chien et chat, aujourd'hui on sait faire. Mais si on passe de chien à chat, de chien et chat à des choses type je sais pas, voiture, avion, etc., ça marche pas. Il faut tout réapprendre depuis zéro. Le meilleur algorithme qui sait jouer au jeu de Go, il sait pas jouer aux échecs. Il faut tout réapprendre à partir de zéro si tu veux le faire jouer aux échecs. Et donc, voilà, cette capacité-là à apprendre, à raisonner, en fait, nous, humains, on sait le faire, une IA, elle ne sait pas faire. Et c'est ça qui nous différenciera toujours. Voilà, si tu n'as pas les jeux de données, si tu n'as pas les calculs, si tu n'as pas bien paramétré le truc, tu peux avoir. On parle d'hallucination. Une IA, elle hallucine. C'est-à-dire, elle peut te donner, elle te donnera toujours une probabilité d'occurrence de quelque chose en sortie, mais ça peut être n'importe quoi. Sur un décodeur de texte, au départ, ils avaient des modèles qui disaient mon chien ou
mon lapin mange des chaises. Mon lapin mange des carottes parce que bah, c'est un processus d'apprentissage qui est très, très, très long. Voilà, j'espère avoir répondu ou en tout cas complété ton propos, Hugo. Je me permets d'ailleurs de faire la proposition, peut-être que lors d'un prochain webinaire, on parle des classifications, des clusterings que tu as fait toi dans ton cas, puisque je trouve que c'est éventuellement un cas, une application intéressante à détailler. Et puis peut-être d'autres volontaires parmi la communauté pour venir parler d'applications spécifiques et qui viennent utiliser des réseaux de neurones ou des méthodes de machine learning dans leur domaine. Ça pourrait être super sympa. Moi, j'ai pas assez Avec de données. plaisir. Du coup, je fais du SVM et pas du réseau de neurones. C'était pour ça ma question. Mais on peut aussi détailler une application qui utilise le SVM. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant si tu veux, Pierre. Ouais, ou peut-être qu'un réseau de neurones, ça marcherait mieux. Enfin, j'en sais rien. Tu fais des réseaux de neurones, Hugo, toi? Sur mon temps libre. Non, pas un projet de recherche. Ok. Je crois qu'il y a Nicolas Bezic là qui avait lui je crois qu'il fait du deep learning avec sa mise en cohérence de données SAT et l'inventaire IGN. Mais Je pensais à lui, mais on va effectivement prendre les contacts pour d'autres webinaires peut-être plus spécifiques à des applications, si ça intéresse. En tout cas, je vous remercie à nouveau d'avoir été là. On arrive à la fin de l'heure, mais s'il y a une autre question, Pierre, ouais, je j'ai une t'en prie. dernière question, Jérôme. En fait, nous on a un jeu de données où là le SVM il marche mieux que le random forest. Ouais. Et en voyant ton truc, je me suis dit est-ce que c'est parce que t'as des plus t'es non linéaire, plus le SVM va être bon ou non, pas forcément. Ouais, je sais pas. Je sais pas, faudrait qu'on discute plus précisément du cas. Là, comme ça, je saurais pas te répondre. En tout cas, je voudrais pas dire de bêtises. Ok. Parce que Mais enfin, c'est lié à, comment dire, la capacité à arriver à déterminer un, enfin, un hyperplan ou en tout cas quelque chose qui va distinguer des probabilités d'être d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai qu'en Random Forest, il y a des limites ce, à ce phénomène-là que le SVM traite mieux. Mais vraiment, ça dépend. En fait, c'est pas lié à la linéarité ou pas des données, mais c'est plus leurs caractéristiques elles-mêmes, quoi. Est-ce qu'on est Hmm. capable de vraiment les distinguer ou pas? Ok, donc il n'y a pas Voilà. vraiment de réponse Non, il générique. n'y a pas de Hmm. réponse générique. Je pense que ça dépend vraiment du cas et des données elles-mêmes. Ok. Moi, Bien. ça Eh marche. Bah, ben, en merci tout cas, Jérôme, et merci à vous. encore désolé, mais bon, ça va, Pas j'ai de raté mon souci. micro et je suis Pas de arrivé. souci. Merci Jérôme. Merci, Jérôme. Ma caméra marche pas, hein.